Bonsoir mon pays et bienvenue dans votre édition spéciale. Celle-ci est consacrée à la visite du Premier ministre Édouard Philippe en Nouvelle-Calédonie. À quelques mois du référendum, rendez-vous important pour les Calédoniens. Édouard Philippe, chef du gouvernement français, est au pays. Arrivé ce vendredi sur notre caillou, le Premier ministre a enchaîné les rendez-vous avec nos élus, entre autres ceux du gouvernement, au complet depuis ce vendredi dernier. Ensuite à Djehou, à Lifou, où il s'est entretenu avec le président de la province des îles, Neko Nepeoun, à Lifou, l'une des îles la plus souillée par les boulettes d'hydrocarbures depuis plus de 2 semaines, sans oublier les recueillements devant les tombes de Jacques Lafleur, Kalepo Abed, mais aussi Jean-Marie Tjibaou ce matin. Et nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Édouard Philippe, bonjour. Bonjour. Et bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Alors, connaissez-vous le pays avant d'être nommé Premier ministre ? Alors, je ne connaissais pas la Nouvelle-Calédonie, je n'étais jamais venu ici, je n'avais jamais rencontré les habitants de l'île, mais parce que en métropole, la Nouvelle-Calédonie occupe une place particulière, parce que quand on s'intéresse à la vie politique française, on est toujours fasciné par ce qui s'est passé ici, d'abord par les événements dramatiques qui se sont passés sur cette terre, mais ensuite aussi par la capacité qu'ont eu un certain nombre d'acteurs calédoniens à se retrouver, à discuter, à construire une paix civile et un projet pour la Nouvelle-Calédonie. Tous ceux qui sont intéressés par la vie politique regardent, observent et essaient de comprendre la Nouvelle-Calédonie. Et moi, quand je suis devenu Premier ministre, j'ai cherché, avant même de rencontrer les élus, j'ai cherché à mieux comprendre. J'ai donc demandé aux députés, aux sénateurs, à un certain nombre d'intellectuels, à un certain nombre de responsables syndicaux de venir me voir, de discuter. Et puis aujourd'hui, je suis très heureux de venir passer 4 jours. C'est très court pour comprendre la Nouvelle-Calédonie, c'est très long pour un Premier ministre. Et j'essaie d'aller voir différents endroits du territoire, dans les îles, province nord, province sud. Vous évoquez l'histoire en mai 1998, lorsque l'accord de Nouméa a été signé. Vous aviez 28 ans. Vous étiez à Paris, au Conseil d'État, fraîchement diplômé de l'ENA. Quand avez-vous lu l'accord de Nouméa et quel effet vous a-t-il fait ? Mais quand j'étais étudiant, d'abord je ne suis pas rentré dans les subtilités juridiques de l'accord. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est la capacité qu'ont eu des hommes à faire la paix. Il se trouve que moi j'ai fait mon service militaire, j'aime l'histoire et je m'intéresse beaucoup à ceux qui font la guerre. Mais il y a des gens qui savent faire la paix. Et de toute évidence, c'est encore plus difficile de savoir faire la paix que de savoir faire la guerre. Et la rencontre extraordinaire, l'engagement très particulier dont ont fait preuve Michel Rocard, Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou, dans des conditions différentes. Et il n'était pas tout seul, il y avait beaucoup d'autres acteurs à côté d'eux. Cette capacité à faire la paix m'a toujours fasciné. Et vous parliez de Michel Rocard. Est-ce que pour vous, c'est un modèle à suivre dans le dossier calédonien ? C'est une référence, bien entendu. D'abord, moi, j'ai commencé ma vie politique en assumant une grande admiration pour Michel Rocard. J'étais tout jeune étudiant, il était Premier ministre, il ne m'a jamais vu, il ne m'a jamais rencontré et il ne m'aurait pas remarqué s'il m'avait croisé. Mais moi, j'ai toujours été fasciné par le sens d'abord de la maîtrise des dossiers, donc du travail, une certaine forme d'humilité par rapport à ce travail et l'envie de discuter et d'aboutir à des compromis intelligents pour tout le monde. Alors revenons à votre visite, vous avez rencontré... C'est quelque chose qui reste très actuel. D'accord. Alors revenons à votre visite, vous avez rencontré Paul Yaoutine, le président de la province Nord. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce matin ? Ça, j'ai peu coutume de dire publiquement ce que les gens me disent dans le secret d'une conversation. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai cherché ici, en province Nord, dans les îles hier, dans la province Sud samedi, à rencontrer l'ensemble des acteurs politiques. Et à les rencontrer avant de m'exprimer devant le Congrès. Parce que je pense que c'est plus utile de parler après avoir écouté que l'inverse. D'accord. Et donc nous avons eu cette discussion très directe. Vous avez fait des annonces à faire. Et je crois très confiante avec le président de la province Nord. Parce que lui, à la différence de beaucoup d'autres, il a vécu ce processus, il l'a discuté, il l'a à certains égards incarné depuis le début. Et donc moi j'ai beaucoup à apprendre de lui et j'apprécie nos discussions. Je n'en fais pas état publiquement, mais j'apprécie nos discussions parce qu'elles sont toujours d'une grande finesse et elles sont toujours inspirées par le respect de la parole donnée. Alors, votre principale annonce, vous l'avez faite ce samedi, en déclarant jeudi à Nouméa combien je souhaite que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie propose une date
pour la consultation et puisse proposer la question qui sera soumise aux électeurs à l'occasion de la consultation qui se tiendra en 2018. Qu'est-ce qui a motivé cette déclaration? Le bon sens, l'application du droit. Si, comme moi, on fait confiance aux acteurs politiques, si, comme moi, on croit au processus qui a été engagé par les accords de Matignon, puis poursuivi par les accords de Nouméa, alors ça veut dire qu'on pense que les acteurs du processus calédonien sont capables de s'entendre pour déterminer les conditions dans lesquelles ils veulent vivre ensemble. Il leur appartient donc de déterminer quand la consultation aura lieu et quelle sera la question. Et j'ai dit, dès ma déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, au début du mois de juillet, j'ai dit que si le Congrès ne parvenait pas à se mettre d'accord sur ce sujet, alors l'État prendrait ses responsabilités. Parce que, je veux être très clair, l'État prendra ses responsabilités. L'État, il est signataire de ces accords, il est partenaire de ces accords. Ça veut dire qu'il n'est pas simplement un acteur qui regarderait, un arbitre. Il est un acteur qui prend des initiatives. Justement, est-ce que la classe politique calédonienne, et peut-être les Calédoniens, ont généralement tendance à trop compter sur l'État ? Je pense que c'est un phénomène très général et que partout en France, que partout dans tous les territoires, on pourrait dire que, au fond, nous avons l'habitude de nous tourner vers l'État lorsque les choses vont mal. Et parfois, on fait bien. Mais ce qui se joue ici, ça n'est pas ça. Ce qui se joue ici, c'est la capacité à construire ensemble pour l'avenir. Moi, je souhaite que tous les partenaires politiques, institutionnels, prennent leurs responsabilités. Et au fond, quelle est notre responsabilité? À vous, à moi, à tous ceux qui s'intéressent à la Nouvelle-Calédonie. Notre responsabilité, c'est d'être à la hauteur des enjeux. Encore une fois, ceux qui en 1988 et 1998 ont négocié ces accords, ceux qui ont engagé un chemin sur lequel nous sommes aujourd'hui et que nous poursuivons, ils ont été à la hauteur des enjeux et à la hauteur des événements. Eh bien, notre responsabilité collective, ça n'est de ne pas nous cacher derrière notre petit doigt, c'est véritablement de prendre nos responsabilités, de le faire avec le même sens du dialogue et le même sens des responsabilités. Et à la hauteur justement de ce référendum qui arrive à grands pas, penchons-nous sur le fond de cet accord. L'accord de Nouméa est clair, je cite de l'article 5, la consultation portera sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité. Donc la question, êtes-vous pour ou contre ces choses-là? Non, c'est pas ça la question. Mais la question, elle sera simple à formuler. Mais il ne faut pas tomber dans le fétichisme de la question. Quelle que soit la réponse à la question, quelle que soit. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que le résultat serait déjà connu. Je crois à la démocratie, je crois à l'expression des peuples, je crois à l'expression des citoyens. Vous avez des suggestions à proposer à nos élus? Et je ne présume jamais qu'ils se prononceront dans tel ou tel sens. Jamais. Donc, il y aura une consultation. Vous dites que la question sera simple. Il y aura une question. Oui, c'est pas à moi de la fixer pour l'instant. Il y aura une question. Elle sera simple et elle permettra aux gens de s'exprimer clairement. Mais quel que soit le résultat à cette question, il y aura un lendemain. Et après ce lendemain, il y aura des années, des décennies, où il faudra, ici, vivre en harmonie, en paix et dans la prospérité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui ne doivent pas être écrasés par cette réflexion institutionnelle. Comment est-ce qu'on améliore le niveau d'éducation? À la fois éducation élémentaire et enseignement supérieur. Tout à l'heure, j'étais sur le site de ce qui permettra d'accueillir une antenne de l'Université de Nouvelle-Calédonie dans la province Nord. C'est un enjeu considérable. Comment est-ce qu'on fait pour préserver nos ressources naturelles? C'est un enjeu auquel la Nouvelle-Calédonie est extrêmement sensible et qui est au moins aussi important que l'enjeu institutionnel. Il faut travailler sur tous ces enjeux. Sur le référendum, il y a quand même des questions des Calédoniens qui se posent. Donc on a proposé aux Calédoniens de vous poser des questions sur notre page Facebook, celle de Jeff France. Est-il possible de poser une seconde question au référendum de 2018? Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs questions sur le bulletin avec des cases à cocher? Sans rentrer dans la technique constitutionnelle, je m'en sens bien incapable. Comme cela, le juge constitutionnel français a beaucoup circonscrit le champ des possibles, en indiquant notamment qu'il fallait que la question soit la plus claire possible, et je ne suis pas certain qu'il soit possible de pouvoir envisager plusieurs questions ou plusieurs cases à cocher. Mais encore une fois... Vous comprenez que les Calédoniens se posent beaucoup de questions. Mais je le comprends parfaitement, et c'est la raison pour laquelle
Non mais je le comprends, c'est parfaitement légitime et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé les signataires de l'accord lors d'une réunion qui s'est tenue samedi à prendre leurs responsabilités, et notamment au Congrès, qui rassemble l'ensemble des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, à prendre ses responsabilités, à travailler sur ce sujet. Je suis certain que le travail a déjà été engagé, et à formuler une question. S'il n'y arrive pas, alors l'État prendra sa responsabilité et formulera une question. Alors comment comprenez-vous la dernière phrase de cet même article? L'État reconnaît la vocation à la Nouvelle-Calédonie à bénéficier à la fin de cette période d'une complète émancipation. Ben, je crois que c'est assez clair. Nous avons, nos prédécesseurs ont en 1998 engagé un processus. Ils ont qualifié eux-mêmes ce processus d'irréversible. Encore une fois, on peut beaucoup réfléchir sur chacun des mots. La question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on veut construire? Pas simplement en droit, mais comme modèle de société. Et moi, je souhaiterais que le débat récurrent sur la question ne masque pas le projet qu'on veut construire ensemble. Et j'ai constaté chez beaucoup des forces politiques l'envie de réfléchir pas simplement à l'organisation de la consultation, il faut qu'elle soit transparente, il faut qu'elle soit sûre, il faut que le résultat soit appréhendé de façon sereine. Mais il faut aussi s'interroger sur la suite. Comment est-ce qu'on vit ensemble ensuite, quel que soit le résultat de la consultation? Alors vous parlez d'émancipation, que pensez-vous de l'idée d'un État associé à la France? Je ne me prononce pas là-dessus. Je ne veux pas préempter le débat. Si moi je disais voilà la solution que je préconise ou voilà telle autre solution que je préconise, alors dans ce cas-là, le débat se focaliserait entre l'État et les partis de Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, il appartient à la Nouvelle-Calédonie, aux forces politiques de Nouvelle-Calédonie, de poser cette question. Ça me va très bien. Alors, vous avez également proposé dans la même déclaration à Nouméa que l'État organise une discussion intense, complète avec tous les acteurs politiques de la Nouvelle-Calédonie pour que nous puissions, dans les perspectives de cette consultation, déterminer les spécificités, les points d'accord, les convergences sur ce qu'est la Nouvelle-Calédonie. Vous avez peur que la consultation divise le pays ? Une consultation, quand on pose une question, en général, la réponse est oui ou c'est non. Donc c'est assez binaire. Et donc, évidemment, il peut arriver que la réponse oui ou la réponse non crée des divergences et parfois des affrontements. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le moment de la question, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Comment est-ce qu'on fait pour que tous ceux qui sont autour de la table, qui aiment la Nouvelle-Calédonie, qui vivent la Nouvelle-Calédonie, qui sont l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, quel que soit leur lien avec ce territoire, comment est-ce qu'ils s'entendent Mais ce n'est pas une manière de tracer la voie avant même le vote et finalement de donner moins de valeur au référendum? En aucune façon, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que si on ne s'interrogeait que sur la question, si on ne réfléchissait qu'à la question, personne ne réfléchirait à la suite. Et je pense que ce serait dommage. Et ces conclusions seront publiées avant ou après le référendum? J'aurai l'occasion de proposer une méthode. Je suis très attentif aux questions de méthode. Et je pense que on ne propose pas des méthodes sur un plateau de télévision, fut-il celui-ci. Mais finalement, vous vous inscrivez dans la démarche de Calédonie Ensemble. Je m'inscris dans ma propre démarche, celle qui est soucieuse de comprendre chacun, celle qui est soucieuse de permettre à la Nouvelle-Calédonie d'avancer. Et je ne suis pas là pour choisir tel ou tel acteur politique. Et d'ailleurs, je pense que si vous interrogez l'ensemble des acteurs politiques, ils vous diront assez clairement que mon objectif n'est pas de choisir tel ou tel. Ce qui m'amène à une question d'un internaute, et encore une fois, est-ce que la Nouvelle-Calédonie est une chance pour la France? D'abord, la Nouvelle-Calédonie est une grâce. C'est un pays extraordinaire. Et je pense qu'on ne dit pas assez combien ce qui se passe ici, la richesse naturelle, la richesse de l'histoire, la richesse de l'humanité qui s'est créée ici, la richesse politique aussi, combien c'est exceptionnel. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de France de quelque chose qui ressemble à ce qui est en train de se passer ici. Il n'y en a pas. Et il y a peu d'exemples ailleurs dans le monde. On est donc dans une situation très particulière. Il y a un rôle unique que peut jouer en ce moment la Nouvelle-Calédonie dans notre histoire pour construire quelque chose de neuf. Donc c'est
pas simplement une chance, c'est évidemment une chance pour la France. Aucun problème à dire que c'est une chance pour la France. Je pense que c'est pas simplement une chance pour la France, je pense que c'est une chance tout court. Alors parlons du corps électoral. Est-ce que dans votre esprit, la question du corps électoral, sur laquelle vous avez passé d'ailleurs de nombreuses heures, ce fameux 2 novembre, est désormais une affaire réglée? Parce que je crois qu'elle est réglée. Je crois qu'elle est réglée sur les points de principe, mais que, comme toujours, lorsqu'on s'est mis d'accord sur des questions de principe, il faut encore les mettre en œuvre. Il y a beaucoup de groupes de travail qui ont été organisés, qui se sont d'ailleurs déjà réunis après la déclaration commune que nous avons signée et convenue à Matignon. Il y a maintenant un travail de fond, un travail matériel qui doit être mis en œuvre, mais j'ai le sentiment que sur les questions de principe qui restaient à régler, nous sommes parvenus à un accord qui est, si j'en crois l'ensemble des déclarations, plutôt un bon accord. Alors il y a un sujet qui me tenait à cœur, on va parler de l'environnement. En passant à Lifou, les habitants vous ont interpellé sur la pollution qui touche l'île. Vous comprenez bien que si la pêche est interdite, la baignade, la consommation des produits de mer à la veille de Noël, c'est une catastrophe pour eux et pour nous. Alors où en sont les analyses aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations? Ils me l'ont dit en effet quand je suis allé à Lifou, quand je suis allé à Tiga aussi. Les habitants qui s'étaient rassemblés m'ont indiqué leurs inquiétudes et ont posé un certain nombre de questions que je prends bien entendu au sérieux parce que je mesure parfaitement à la fois ce que représente sur un plan symbolique une pollution marine, mais ce que représente sur un plan économique, sur le plan du mode de vie, la remise en cause de la pêche ou la remise en cause des activités touristiques. Ce dont on est à peu près certain, c'est que ces boulettes proviennent probablement du Quay Trader, ce bateau qui s'est échoué Donc la gestion du Quay Trader est un échec? Si vous avez la gentillesse de me laisser aller jusqu'au bout, je vous réponds. Je ne crois pas du tout que ce soit un échec. On a un accident marin, ça arrive les accidents marins. On a un armateur qui, jusqu'à présent, se révèle être un armateur plutôt responsable. Il y avait 750 tonnes de fioul lourd dans le bateau. Il y en a... Je crois que... Non, c'est pas que 750 tonnes ont été pompées et il reste 4 tonnes d'impompables. Le bateau s'est cassé en deux. On pensait au début, les techniciens pensaient, c'est pas moi qui pensais, les techniciens pensaient qu'on pourrait démanteler le bateau en le ramenant dans un port sûr. Il se trouve que le bateau s'est cassé et qu'il est probable que doivent être envisagées des opérations permettant de le démanteler en mer, ce qui va évidemment prendre beaucoup de temps. En attendant, un certain nombre de mesures ont été prises autour du bateau. Des examens ont été faits, c'est la responsabilité du gouvernement de Nouvelle-Calédonie que de procéder à ces examens. Ils sont en cours d'analyse. Dès que ces analyses seront connues, elles seront publiques. Ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, nous avons la chance, et c'est une chance, de travailler avec un armateur responsable et sérieux. 2, il y a un très bon niveau d'entente et de coordination entre le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, l'État, pour sa responsabilité en haute mer, et les communes. Il y a beaucoup d'inquiétudes, elles sont légitimes, mais je crois que nous allons être en mesure d'apporter des réponses éclairées, précises, qui permettront de faire face à une situation que personne ne souhaitait, mais qui est là et auquel il faut apporter des solutions. On attendra les résultats. On Bien me sûr. dit que c'est la fin de cette interview. Un dernier mot pour vous remercier. Et donc, Monsieur le Premier ministre, vous êtes venu ici sur notre plateau, une jeune télévision portée par des jeunes. Nous avons une dimension pays et nous nous inscrivons pleinement dans l'accord de Nouméa. C'est un signe fort de votre part. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Notre édition spéciale continue. Juste après la météo, Jamie Waymo reçoit les personnalités qui ont rencontré le Premier ministre en province Nord. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain pour le journal.